Bonsoir, plaisir renouvelé de vous trouver encore en cette soirée sur For You Télévision, également sur nos différentes pages For You Media Africa. Merci à tous d'être des nôtres dans cette émission Le Point sur l'actualité qui démarre d'ailleurs tout de suite. Au Tchad, nous sommes avec le dialogue national inclusif qui a rendu ses dernières copies. Celui-ci permet néanmoins la prorogation de 24 mois de plus de la transition, mais également permet au président Mahamat Idriss Déby Itno de se présenter aux prochaines élections présidentielles ainsi qu'à quelques autres membres du Conseil militaire de transition. Eh bien, Mahamat Idriss Déby Itno, il a été investi ce 10 octobre 2022. On tente de décrypter justement cette actualité ou du moins ces différentes actualités dans cette émission. Le point sur l'actualité, ce sera avec un panel d'excellence bien sûr. Comme vous le savez, Jonathan Batengini sera des nôtres. Nous aurons également Adoum Maouloud, analyste politique depuis le Tchad et membre de la société civile. Bienvenue dans cette émission. Merci à tous d'être des nôtres dans cette émission Le Point sur l'actualité de ce 10 octobre 2022. Je suis en compagnie de Jonathan Batengini. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau. Cher monsieur, bonsoir. Bonsoir, notre princesse Madame Begoudé Cassandra, princesse du panafricanisme et aussi une de nos icônes du micro dans le cadre des émissions panafricaines. Nous souhaitons que la grande famille For You continue de s'élargir avec le panel de journalistes panafricanistes et que les brillantes carrières qui sont en train ici d'être forgées puissent faire des émules parmi les plus jeunes, déjà que nous sommes pour la plupart des jeunes. Bonsoir à tous les panafricanistes qui nous regardent, à tous ceux qui ont fait de ce programme une émission culte du panafricanisme dans le monde. Il faut le dire aujourd'hui, les émissions panafricanistes sont des références mondiales. Et nous sommes fiers du niveau où vous avez ici ces émissions, chers téléspectateurs et auditeurs. Bonsoir à tous les techniciens qui abattent un travail d'orfèvre et qui, grâce à eux, nous avons une retransmission impeccable à l'audio comme au visuel. Bonsoir à la direction générale, à tout le personnel For You, aux autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Comme déjà depuis plusieurs semaines, nous avons ce coup de gueule à l'égard du dictateur despote sanguinaire de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, qui garde dans ses geôles une grande combattante de la liberté, une Africaine digne des Amazones d'autrefois, une Africaine qui rend fière toute la gente féminine, mais qui rend surtout fier tout le genre humain. Nous le disons merci pour son combat parce que grâce à elle, les Ivoiriens ont pu connaître une augmentation salariale il y a de cela quelques mois. Et cette grande dame, dans son souci maternaliste, a décidé de jouer les entremetteuses dans le cadre de la libération des 46 mercenaires dont nous connaissons aujourd'hui la totalité des nationalités. 30 mercenaires de la Légion étrangère française et 16 forces spéciales ivoiriennes. Nous disons à cette dame, merci d'avoir apporté à l'humanité ton service et merci pour tout ce que tu fais. Ton combat ne restera pas vain, il sera sanctionné d'une victoire. Et nous demandons sa libération inconditionnelle et immédiate. Il s'agit de la grande dame, Madame Edith Pulchéry Ballet, qui est en prison en Côte d'Ivoire
arrêtés par le régime criminel sanguinaire, la dictature de M. Alassane Dramane Ouattara. C'était donc tout pour le coup de gueule de Jonathan Batengene dans cette émission. Le point sur l'actualité. Eh bien, à présent, on quitte la Côte d'Ivoire pour parler du Tchad avec le dialogue national inclusif qui a donc rendu ses dernières copies. Comme je le disais dans mon propos liminaire, celui-ci permet au général Mahamat Idriss Déby Itno de se présenter à la prochaine élection présidentielle, mais surtout proroge à 24 mois de plus la transition. Son investiture a eu lieu ce 10 octobre 2022. Peut-être avant de faire le tour du sujet, premier regard là-dessus, Jonathan Batengene. D'abord, il faut reconnaître que voilà un dialogue qui s'est passé et qui finalement adoube une imposture. Nous avons le regret de le dire comme ça. Ça adoube une imposture parce que au lendemain du décès du président, du maréchal Idriss Déby Itno, mois de novembre dernier, non, mois d'août, je crois, mois d'août dernier, juillet, août dernier, on s'était attendu à voir un peuple tchadien ou bien des officiels tchadiens ayant tourné la page de la France-Afrique, c'est-à-dire de la relation mafieuse entre l'élite africaine et l'élite de la junte française. Malheureusement, cette page semble continuer du fait de trois mécanismes qui sont articulés au Tchad. Il y a la rébellion du FACT qui est pilotée par le Qatar et actionnée par la France. Il y a les partis de politique et les mouvements de la société civile, particulièrement vous avez les transformateurs et la société civile Wakitama, qui sont pour la plupart des organisations qui ne sont pas indépendantes et qui ont un fort lien avec la France-Afrique. Et vous avez les autorités du Tchad qui malheureusement sont aujourd'hui vassalisées. Elles sont des autorités qui sont sous la botte de la junte française. Et ces autorités ont accompli le forfait, c'est-à-dire la deuxième mort d'Idriss Déby, du maréchal Idriss Déby, a été actée avec les résultats de ce dialogue national. Nous avions espéré que dans la volonté du président du Tchad, de la présidente de transition, qu'il y aurait une touche malienne dans l'élan qu'il aurait voulu donner à la transition. Nous avons beaucoup espéré, nous avons escompté qu'il était en train de changer de cap, qu'il allait faire un revirement de situation et qu'il allait faire volte-face à ses patrons de l'Élysée. Mal lui en a pris et nous avons le regret de constater que tout ceci se passait avec la bénédiction de l'Élysée, avec le concours de l'Élysée, exactement comme la modification de la Constitution sous le président Idriss Déby. Vous vous souvenez de son interview dans les médias mensonges du Quai d'Orsay. J'ai cité France 24 qui le faisait en duplex avec RFI. Le maréchal Idriss Déby Itno nous avait appris que l'idée d'une modification constitutionnelle lui avait été suggérée par Paris et que c'est d'ailleurs Paris, face à son incapacité à trouver des experts au Tchad, qui lui en avait commis pour réaliser la sale besogne. Et après, Paris avait soutenu à la fois les mouvements rebelles et les mouvements de contestation interne dans le cadre de la discréditation du leader, le président Idriss Déby Itno. Donc Paris est rentré dans le même jeu au niveau du Tchad, créer une situation, un jeu à somme négative pour le Tchad, c'est-à-dire créer des conditions de déstabilisation totale du Tchad, telles que le peuple tchadien aujourd'hui sans véritable espoir, société civile corrompue tenue par la France-Afrique, parti d'opposition corrompu tenu par la France-Afrique, gouvernement de transition lui-même tenu et corrompu par la France-Afrique, avec une rébellion elle-même tenue et corrompue par la France-Afrique. Vous comprenez que la France-Afrique a utilisé tous les leviers de déstabilisation dans le cas du Tchad et semble avoir la bonne maîtrise du jeu. Mais il y a un espoir qui s'oppose. Parce que si aujourd'hui le destin des Tchadiens semble très pipé et compromis, il n'est pas tout à fait, ce n'est pas une situation désespérée.
faut retenir que le Mali que nous voyons aujourd'hui, c'est un Mali qui a connu des conditions tout à fait de déstabilisation totale avec le coup d'État du capitaine Sanogo et la constitution d'une opposition factice qui était venue pour brouiller toute perspective d'alternance nationaliste. Mais puisque les peuples ont leur propre ingénierie et puisque la grande ingénierie africaine aujourd'hui est tenue par l'ensemble des peuples africains et que la dynamique qui est portée englobe parfois certains peuples qui étaient restés à la marge, eh bien, dans le cas du Tchad, nous espérons que des leaders sérieux, des leaders nationalistes, patriotes, indépendantistes, vont prendre les devants et vont réussir. Ces leaders ne peuvent pas seulement être de la société civile, ces leaders peuvent être aussi des acteurs au sein de ce gouvernement de transition. Ça peut même être le cas du président de transition. Nous n'excluons rien, parce que lui-même, il peut encore lui donner l'opportunité de faire volte-face. Mais à la lueur où les choses sont parties, il est clair que la France, la junte française, a encore compromis l'avenir de toute une nation. Tout cet échec est à mettre sur le crédit de la junte française. Vous avez vu comment ces médias mensonges traitent cette imposture avec beaucoup de complaisance, de compassion, mais surtout d'adhésion. Ils ne disent pas qu'il s'agit d'une junte militaire. Ils ne le disent pas. Si c'était le Mali, ils auraient déjà intitulé la junte malienne compte se pérenniser au pouvoir. Dans le cas du Tchad, vous voyez les journaux dits sérieux, mais tenus par les grands hommes d'affaires, les lobbyistes qui tiennent en fait le pouvoir en France. Qui parle du président de la République. Président de la République, chef de l'État. Vous allez prendre le journal L'Humanité, le journal Le Point. Vous allez prendre le France 24, RFI. Tous ces médias mensonges sont en train de titrer des termes élogieux et des termes tout à fait sérieux pour parler de ce gouvernement qui est en situation d'imposture. Ils sont en train de dire que ce gouvernement qui est en train de prendre les rênes du Tchad, ce gouvernement mérite la confiance des peuples pour une transition à 24 mois alors qu'il n'y a même plus une rébellion dans le pays. Pourquoi pas 16 mois comme demandait, 18 mois comme demandait la CEDEAO au niveau du Mali. Ici, il n'y a même pas de situation sécuritaire préoccupante. Vous comprenez que toute cette tolérance qui semble se développer dans le narratif des médias mensonges montre qu'il y a bien une complicité de la junte française dans ce forfait contre le peuple tchadien. C'est un forfait, faut le dénoncer comme tel. C'est une imposture, c'est une ingérence de la junte française dans les affaires africaines et nous comptons sur l'ingénierie politique des Tchadiens pour remettre de l'ordre dans cette histoire. Merci Jonathan Batengene pour ce premier jet. Eh bien, avec la participation de la technique qui nous annonce d'ailleurs la présence d'Adoum Maouloud, on va pouvoir lui dire bienvenue dans cette émission. Monsieur Adoum Maouloud, vous êtes analyste politique mais également membre de la société civile au Tchad. Bienvenue. Bienvenue, chères sœurs africaines. Également, je tiens à remercier toute l'équipe de For You Media Africa et également un clin d'œil à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices de par le monde. Alors, le président actuel, puisqu'il a été investi aujourd'hui, il s'agit du général Mahamat Idriss Déby Itno, a dit dans son discours le 8 octobre dernier, le dialogue national a tenu toutes ses promesses. Quel est votre regard sur cette déclaration? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette dernière? Aujourd'hui, le 10 octobre 2022, je pense que cette date restera gravée dans les annales de l'histoire du Tchad. Parce que cette date consacre aujourd'hui une étape importante de la prestation du serment du général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, qui est désormais le président de transition, président de la République, chef de l'État. Et juste pour vous rappeler que durant presque 45 jours, les Tchadiens de tous les bords du nord, du sud, les partis politiques, les associations, les différentes corporations associatives, les différentes institutions de l'État
tous se sont regroupés dans la fameuse salle du palais du 15 janvier pour discuter de l'avenir de notre pays. C'est-à-dire, ces assises permettraient, l'objectif était de repenser et de revoir en fait en revue toutes les difficultés, tous les problèmes socio-économiques, tous les problèmes liés à l'insécurité, à l'injustice sociale et également tous les problèmes. Donc, l'assise a permis de mettre sur pied des commissions qui ont travaillé jour et nuit pendant 45 jours pour refonder en fait un Tchad nouveau. Et donc, je voudrais tout simplement relire en fait le cadre juridique qui lie, qui a permis, n'est-ce pas, cette assise. Parce que le président de la République, le président du Conseil militaire des transitions avait par un décret 2596 promulgué en fait l'ordonnance de la mise en place du dialogue national inclusif et le rendant ainsi souverain. Donc maintenant, cette souveraineté donne la pleine responsabilité à la plénière de décider et de réfléchir sur l'avenir et la refondation du Tchad. C'est ainsi que des thématiques ont été élaborées et des discussions ont été également parties de la plénière. Et donc c'est comme ça que la thématique numéro 2 qui consacre un peu, comment on appelle, l'éligibilité du président du Conseil des militaires et ainsi que la prolongation, la prolongation de la transition. Et donc, au sortir de ces dialogues, nous avons donc constaté qu'il y a eu effectivement la prolongation de 24 mois de transition et également la possibilité au général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno de se présenter parce que ses droits lui est reconnu dans la Constitution. D'accord, merci. Peut-être revenir sur cette interrogation. Justement, on se demandait si le dialogue national a tenu toutes ses promesses, mais je crois que vous avez réagi déjà par rapport à cela. Alors, Jonathan Batengene, le général Mahamat Idriss Déby Itno, dans son assertion, parle d'une répartition plus juste et plus équitable des ressources nationales, une gestion transparente et axée sur le résultat qui serait indispensable. Des promesses peut-être qui sonnent comme déjà vues et peut-être qui ne seront pas manifestes. Vous savez, les transitions à l'ère de néocolonialisme, ou bien les transitions dans une relation néocolonialiste, n'ont jamais été des moments où le peuple trouve son compte dans la nouvelle gestion. Généralement, il y a un partage du gâteau national, c'est-à-dire que l'ensemble national est considéré comme un gâteau et chacun va être servi ou devra venir se servir. Par répartition plus juste, qu'est-ce qui est entendu? La notion de répartition plus juste dans le cadre des transitions néocolonialistes, c'est ce qu'on appelle les gouvernements d'union nationale. Le gouvernement d'union nationale, c'est non pas la cooptation sur la base des compétences, mais la cooptation sur la base du niveau de dangerosité et d'influence dans le cadre des rapports de force au niveau national. C'est-à-dire que plutôt que de miser sur des acteurs compétents, dans la gestion, d'ailleurs, vous avez vu que le ministre des Affaires étrangères, qui était quelqu'un de très compétent, a été prié de débarrasser le plancher parce que, justement, ses options, certainement, sa vision n'épousait pas les désirables. N'épousait pas, oui, effectivement, de ceux-là. Donc, ces derniers qui sont dans une logique de nouvelle de répartition du gâteau national, on va inviter par exemple les anciens rebelles les plus pertinents, leur dire vous vous occupez telle posture, vous serez ministre de ceci. On va intégrer tous ces rebelles-là. Mais à vrai dire, ce n'est pas la gestion optimale de l'État qui est visée. C'est simplement le contentement de quelques individus et de quelques égocentriques qui ont pour seule compétence leur attachement et leur aliment indéfectible à la junte française. On a donc des régimes d'aliénation qui sont ainsi constitués et ce genre de régime ne travaille pas pour le peuple.
Donc le président Mahamat peut se targuer, ou du moins peut ambitionner parvenir à terme à une gestion optimale de l'État, mais il va lui-même se rendre compte que le casting, déjà par la manière, par le scénario qui lui est proposé, ne permettra pas d'atteindre ce résultat. Donc il y a une promesse qui est faite, mais qui ne sera certainement pas atteinte. Et vous avez remarqué que les gouvernements d'union nationale finissent toujours par déboucher sur une crise sécuritaire nouvelle. Vous avez vu le cas en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est cette crise sécuritaire qui détermine généralement le type de régime finalement qui va emporter. Et ce régime-là est généralement le fruit de la victoire dans le rapport de force. Donc actuellement, il peut miser là-dessus. Mais qu'il note aussi une chose, parce que l'histoire ne commence pas, et l'histoire du Tchad n'a pas commencé en 2018, encore moins en 2020 ou bien en 2021. L'histoire du Tchad date depuis les années 60. Et il faut remarquer que les gouvernements d'union nationale, les gouvernements d'union nationale ont été les mécanismes transitoires les plus proposés dans le cadre tchadien. D'ailleurs, le président Idriss Déby lui-même, dans le cadre de la normalisation de la vie politique tchadienne, a intégré pas mal de rebelles dans l'appareil gouvernemental. D'ailleurs, au moment où il partait, le ministre de la Défense était un ancien rebelle, c'était déjà un général. Vous voyez qu'il avait fait confiance à beaucoup de ces gens. Mais vous allez voir qu'au niveau de la gestion, ce n'est pas une gestion optimale de l'État tchadien qui a été atteinte. On a contenté les égos. Et vous allez voir la conséquence, parce qu'il y a un phénomène dont il faudrait lutter, la prévarication des biens publics. Vous ne pouvez pas lutter contre la prévarication du bien public lorsque vous avez un individu qui ne répond à aucun critère de compétence, mais dont le seul critère de cooptation a été son niveau de dangerosité au niveau de l'appareil sécuritaire ou bien dans le dispositif de rapport de force militaire. Et vous avez un niveau de prévarication au Tchad qui est très élevé. Nous ne disons pas que ce ne soit pas le cas dans d'autres pays, mais chaque fois qu'il y a une relation néocoloniale sur un territoire, la prévarication des biens publics est importante. C'est carrément une prédation sur la fortune publique, parce que les acteurs sont davantage tournés vers la constitution de leur trésor de guerre plutôt que vers la gestion optimale de l'État et la sortie d'une situation de sous-développement vers une situation de meilleur développement. Donc vous avez ce rapport-là, vous avez cette logique qui est poursuivie par les acteurs. Ce n'est pas une logique qui va favoriser l'essor du Tchad. Nous regrettons qu'un jeune Africain comme nous, dans notre génération, se tourne vers des mécanismes aussi obsolètes pour penser l'avenir de son pays. C'est un peu comme vouloir utiliser, c'est le Seigneur des chrétiens, Jésus-Christ, qui disait qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Mais là, c'est un peu ce que fait le président, le général Mahamat. Il est en train d'utiliser de vieilles recettes pour un Tchad nouveau qui est appelé à éclore. Et ces vieilles recettes, si elles ont échoué par le passé, elles sont condamnées au même résultat. Nous n'allons pas faire de fine bouche ni être très optimistes en la matière. Il est sur la mauvaise voie. Nous l'avions déjà dit avec l'ouverture de ce dialogue qui ne répondait déjà pas aux critères d'un véritable dialogue. Nous disions que même s'il faut se donner une chance, le Tchad n'était pas dans la bonne voie, parce que le Tchad, il faut un président qui a la capacité de tenir tête à la jeune française. Un homme comme Assimi Goïta, voilà ce qu'attend le Tchad. Un homme comme Assimi Goïta, parce qu'Assimi Goïta lui-même s'est inspiré du grand maréchal Idriss Déby Itno. Parce que le grand maréchal, quand il a senti que son pays tanguait, il a senti que les solutions qui lui étaient exportées, qui lui étaient importées de l'extérieur, que ces solutions, il a retourné sa veste parce qu'il a senti que ces solutions n'étaient pas viables sur son territoire. Il a décidé de gérer le Tchad d'une nouvelle manière. Et il y a un des phénomènes, la prévarication de la fortune publique. Nous en parlons parce que ça débouche malheureusement au Tchad sur des conflits sous drapeau ethnique, parce que les gens vont commencer immédiatement à pointer les ethnies des gens, en disant que non, c'est parce qu'il est de telle ethnie qu'il s'arroge cette fortune-là. Et malheureusement, dans les régimes néocolonialistes, quand tout le monde sait qu'il n'a pas été coopté pour ses compétences réelles dans la gestion de l'État, et qu'il est coopté pour les raisons d'allégeance, pour les raisons de
pertinence dans le rapport de force. Cet individu ne pense qu'à s'enrichir parce qu'il sait que cet enrichissement lui garantit de rester à ce poste. Parce que tant qu'on sait qu'il a beaucoup d'argent, on sait qu'il peut encore entraîner une autre rébellion. On n'est pas tenté de le démissionner de son poste, même s'il a mal géré. Cette logique, malheureusement, est en train de gagner le nouveau Tchad. Et c'est un gros échec que de le constater. Le général Mahamat devrait revoir son logiciel et revoir sa perception de ce qu'il appelle la transition au Tchad. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore moyen de revenir en arrière quand on a déjà prorogé cette transition? Est-ce qu'il y a encore des actes qu'il peut poser justement pour récupérer non seulement la confiance panafricaine, mais aussi la confiance du peuple, sans oublier qu'il a été investi aujourd'hui? Ce n'est pas le fait qu'il ait été investi qui soit très pertinent. Dans un pays comme le Tchad, où la vie politique est elle-même, elle est très mouvementée, vous avez un potentiel de coup d'État élevé. Vous ne pouvez pas faire de l'investiture un moment clé de la vie politique tchadienne. C'est un moment certes, mais ce n'est pas un moment clé, ce n'est pas un moment crucial, ce n'est pas le clou de l'histoire, ce n'est pas un verrou au sens où l'on ne pourrait pas procéder différemment. Ouais. Des acteurs mal ou bien intentionnés pourraient agir de manière subite demain ou bien même ce soir. Donc on ne peut pas dire que parce qu'il a été investi, il ne peut pas changer. Non. La question du changement se pose comme une nécessité historique pour le Tchad. On a fait pendant longtemps avec la jeune française. On a été pendant longtemps les meilleurs sujets de la jeune française. Il faut rappeler que lorsque l'Afrique équatoriale française, lorsqu'on avait besoin de combattants sur des territoires de l'Afrique équatoriale française, en grande partie, les combattants qui étaient déployés dans les territoires dits hostiles, c'était les combattants tchadiens. C'était les Tchadiens. Ça veut dire que c'est un peuple qui a d'ailleurs longtemps servi la junte française. Il a servi les intérêts de la junte française pendant longtemps sur le territoire de l'Afrique. Cependant, quand vous regardez le Tchad, quand un Tchadien regarde N'Djamena, quand un Tchadien regarde l'université de N'Djamena, quand un Tchadien regarde l'aéroport de N'Djamena, quand un Tchadien regarde Bois, quand un Tchadien regarde Bangor, quand un Tchadien regarde d'autres villes tchadiennes, est-ce qu'il peut dire qu'il est fier de la coopération avec la jeune française? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Le Tchad retombe, l'une des certitudes au Tchad aujourd'hui, c'est le début des nouvelles insurrections. D'ailleurs, pendant que nous parlons, le FACT est en train de se préparer. Vous voyez un peu? C'est ça le scénario de la coopération avec la jeune française. C'est un mauvais chemin. Or, nous savons que même les combattants du FACT aujourd'hui sont en train de regarder le Tchad d'un autre œil. Et si ce Tchad doit aller sur des nouvelles bases, il faudrait que ce soit des bases tchado-tchadiennes. Pas des bases qui leur sont proposées et pas des solutions qui leur sont imposées de l'extérieur et proposées par la junte française. Ce genre de solution ne peut pas amener le Tchad à une résolution définitive de son système chrysogène, il faut le dire. Merci Jonathan Batenguine. Eh bien, retour vers monsieur Adoum Maouloud, sans fine bouche et sans langue de bois dans cette émission, monsieur Maouloud. Comment Idriss Déby pourra-t-il opérer un revirement quand on sait qu'il a été adoubé par la France et qu'il continue d'être soutenu par celle-ci, ainsi que sa politique et peut-être les différentes actions qu'il posera à l'avenir? Je pense que, chère madame, au niveau de tout ce qui est considération ou implication, soi-disant, de la France et la transition tchadienne, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La France n'a pas adoublé. Le Tchad est un pays souverain, mais le Tchad a juste des partenaires qui l'accompagnent dans ses organisations politiques, etc. Donc, ce n'est pas la France qui est venue addoubler
le marshal Mohamed Idriss Déby Itno, mais c'est plutôt le Tchadien. Et également, l'armée avait pris sa responsabilité le 20 avril 2020, suite au décès subi du marshal Idriss Déby Itno. Donc, parce que le cas du Tchad est traité même au niveau de l'Union africaine comme un cas particulier. Et c'est normal parce que les rebelles étaient toujours à la porte de N'Djamena et le retour à l'ordre constitutionnel n'était pas vraiment facile parce que nous craignons toujours l'arrivée des rebelles. C'est ainsi que les militaires composés, n'est-ce pas, de 15 membres, de 15 généraux, qui ont pris leurs responsabilités et qui ont mis en place le Conseil militaire de transition. Donc, cette transition, cette prorogation, Monsieur Maouloud, cette prorogation de la transition, elle est donc justifiée par une peur sur le plan sécuritaire au Tchad? La première transition, la première transition composée du Conseil militaire de transition n'a rien à voir avec la France. Même si nous savons que c'était lié au problème d'insécurité, mais la France, je ne pense pas, la France est un pays ami du Tchad, mais nous regrettons s'il n'y avait pas, s'ils avaient également fait des manœuvres qui n'étaient pas vraiment normales, mais nous ne nous connaissons pas, nous ne nous reconnaissons pas si la France a douté. Non, je ne pense pas. Le Tchad, comme je l'ai dit tantôt, est un pays souverain. Et donc, les militaires ont pris leurs responsabilités. Ensuite, le dialogue national inclusif qui a réuni dans la salle des Tchadiens et des Tchadiennes qui ont discuté et qui ont encore donné la confiance au président Mohamed Idriss Déby Itno de continuer la transition pendant 2 ans. De cette confiance dont vous parlez justement, Monsieur Adoub Maouloud, il faudrait peut-être rappeler que le dialogue national inclusif a démarré avec plus de 1000 participants, mais il s'est quand même achevé avec plusieurs sièges vides, sans oublier que le principal groupe rebelle tchadien n'a pas adhéré à ce dialogue national où des décisions comme celle-ci ont été prises, sans omettre également l'absence de plusieurs groupes des opposants, je vais dire des partis politiques comme les transformateurs. Le président du Conseil militaire de transition avait, dans sa politique de main tendue, avait mis en place, c'est-à-dire cette politique qui permettra à tous les Tchadiens de la saisir. C'est ainsi que même des groupes politico-militaires, etc., les associations, les presque 200 quelques partis politiques au Tchad, qui ont aussi profité de l'occasion pour saisir la main au Tchad. Maintenant, les transformateurs et également Wakitama, qui avaient également exprimé leur intention de participer, mais avaient préalablement mis des conditions, mais qui n'avaient pas peut-être trouvé des solutions, puisqu'il était très difficile en fait de clarifier tout ça. Donc, puisqu'il y avait également des accords qui ont été pris à Doha concernant l'éligibilité du président Mohamed Idriss Déby, les accords de Doha ont dit clairement que c'est à la plénière d'en décider. Et donc, ça fait également partie de l'accord de Doha et c'était difficile, je pense sincèrement que c'était difficile à la junte militaire de se prononcer de l'éligibilité ou de la présentation du président Mohamed Idriss Déby aux échéances électorales. Merci, Monsieur Maouloud. Jonathan Batenguene, retour avec vous. On parle de l'Union africaine qui avait émis des menaces, si on peut appeler ça comme ça, disant au Tchad qu'il ne fallait pas proroger justement la transition à plus de 18 mois, mais également qu'aucun membre du Conseil militaire de transition ne devait se présenter à l'élection présidentielle. À la fin du dialogue, eh bien, c'est acté et l'Union africaine n'est toujours pas sortie de son mutisme. On peut rapidement comprendre. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L'Union africaine, la voix qui s'exprime à son sommet est une voix france-africaine. Monsieur Mahamat Moussa Faki ne cache pas son rapprochement et sa proximité avec la jeune française.
vous avez vu comment, dans le cadre du dossier ukrainien, pendant que même le président de l'Union africaine, le président Macky Sall, était encore prudent et hésitait à ne pas soutenir l'Ukraine, l'homme qui se hasardait à vouloir utiliser sa posture de président de la Commission de l'Union africaine pour montrer qu'il est solidaire de l'Ukraine, c'est Mohamed Faki. C'est Mohamed Faki qui commet le plus souvent des communiqués contre le Mali. Comment M. Mohamed Faki peut encourager l'ingérence française, de la jeune française, dans les affaires du Mali, et s'étonner de ce que cette même jeune française soit à l'œuvre dans son propre pays? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Il est en train de payer les frais d'un larbinisme qui finalement n'a pas de sens. Il croit que pour des questions morales, la France va arrêter, la jeune française va arrêter ses pratiques parce qu'il s'agit d'un larbin qui ne sert ses intérêts que dans le cadre d'une organisation. D'ailleurs, que même sa promotion à cette organisation faisait partie d'un vaste plan que eux, ils étaient en train de mettre sur pied. Ils voulaient surtout le positionner comme étant le futur président du Tchad. Depuis la mort du président, du moins, ils lui ont fait lorgner ça. Et c'est comme ça qu'on prend les grands hommes politiques, ou du moins les personnalités politiques au Tchad. La jeune française vient les voir, ils acceptent comme de manière naïve d'être instrumentalisés par des hommes comme eux. Je ne sais pas si vous-même vous imaginez. C'est-à-dire, un homme vient là parce qu'il est l'un des représentants de l'autorité de la jeune française. Il vient vous voir et vous dit que nous avons pensé que vous avez les capacités pour être le président de votre pays. Et du coup, ça vous fait changer de position. Vous commencez à poser des actes de traîtrise vis-à-vis de votre continent et votre pays. Et vous êtes étonné quand les mêmes vont voir quelques amis que vous avez et leur font miroiter les mêmes choses. Et ils vont même voir celui qui dirige, ils lui font miroiter beaucoup mieux. Ils disent, tu peux rester aux affaires. Si tu nous donnes ci et tu nous donnes ça. Ce larbinisme ne profite à personne, surtout pas aux Africains. Et beaucoup plus aux Occidentaux, ça leur profite. Donc, M. Moussa Mohamed Faki, il a beau produire un communiqué. Ce communiqué est l'expression de ce qu'il a été un peu... il est un peu naïf des conditions de coopération dans la néocolonisation. Dans le cadre néocolonialiste, un larbin ne donne pas des leçons à son maître. Il obéit. Et même si son maître le met en compétition avec d'autres larbins, il doit, dans le cadre de cette compétition, s'illustrer comme étant le meilleur des larbins. Donc tout ce qu'il a à faire, c'est de continuer à jouer les larbins de Paris. C'est ça son meilleur rôle. Quant à ce qui est de commettre des communiqués de déception ou des communiqués de condamnation de ce qui se passe dans son pays, qu'il se souvienne que ce qui s'y passe, c'est ce qu'il encourage et c'est ce qu'il aurait voulu encourager partout sur le continent. Alors, qu'il comprenne que sa déception est à la hauteur de la traîtrise qu'il encourage sur le continent africain. Et qu'il imagine un tant soit peu les panafricanistes lisant ses communiqués sur le Mali, dans la posture où il a lu celui de son pays. Comprendrait notre douleur. Il comprendrait aussi beaucoup de choses que nous avons ressenties, du rejet, du dégoût pour sa vision politique. Voilà, il est en train d'expérimenter un peu de manière grandeur nature et dans sa propre chair les idéaux de traîtrise que lui-même il véhicule à la tête de l'Union africaine. Son communiqué, malheureusement, n'aura pas beaucoup de poids parce qu'il est dans un cadre néocolonialiste et que son pays est aujourd'hui dans les logiques néocolonialistes avec la jeune française. Jonathan Batengene, le FACT a rappelé la légitimité de sa rébellion et de ses différentes luttes après
comment dirais-je, après la prorogation de la transition, mais aussi après l'investiture du président de la transition au Tchad, sans oublier, après l'annonce selon laquelle il pourrait se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce qu'on pourrait avoir peur sur le plan sécuritaire quand on sait également qu'il y a beaucoup de tripatouillage du côté des groupes politico-militaires? Vous avez parlé de système chrysogène. C'est sa réalité. Un système chrysogène et conflictuogène. C'est ça la réalité du Tchad. Dans le cadre néocolonialiste. Pour sortir de là, le président Idriss Déby Itno, le maréchal du Tchad, nous nous inclinons devant sa mémoire. Cet auguste homme qui a su se départir des chaînes du néocolonialisme et qui nous a montré la voie. Il a encouragé le combat panafricaniste et il s'est rangé pour le panafricanisme. En fait, il avait compris qu'il y a un piège néocolonialiste. C'est que dans les situations chrysogènes, dans les systèmes chrysogènes et conflictuogènes comme le sien, pour se départir de la probabilité du potentiel de crise qui est élevé, il faut résolument adopter une posture radicale et une posture guerrière contre à la fois les forces en interne qui sont utilisées et leurs sponsors à l'extérieur. C'est dans ce cadre que le président Idriss Déby, le maréchal Idriss Déby Itno, avait adopté une offensive diplomatique et médiatique contre les autorités de Paris. D'ailleurs, il ne s'en cachait pas. Vous avez vu lors de la dernière campagne électorale, il a carrément battu campagne contre la France. C'était dire qu'il avait compris que pour sortir de la situation qui le menace, il fallait rompre avec Paris. C'était ça la solution. Et cette solution-là reste ouverte comme étant la seule opportunité pour le Tchad. Toute autre mesure qui soit prise à l'intérieur du cadre néocolonialiste, c'est une mesurette qui n'aura pas grand effet. C'est un palliatif qui servira simplement à retarder l'agonie du Tchad, mais ne sortira pas le Tchad de cette situation qui est désastreuse. Merci Jonathan, on va aller au téléphone avant de revenir à vous pour essayer de comprendre si le Tchad ne souffre pas aujourd'hui d'un revirement de situation ou alors un retournement de veste assez tardif aussi d'Idriss Déby Itno. Justement, on revient là-dessus tout à l'heure. Cissé est au téléphone avec nous, bienvenue dans cette émission. Bonsoir Madone. Merci. Et bonsoir à Batenguini, bonsoir aussi à notre frère du Tchad. Depuis le commencement de cette affaire, depuis l'assassinat lâche du maréchal Idriss Déby, depuis la prise du pouvoir par son fils, et puis depuis cette histoire de réconciliation avec les groupes rebelles, c'est juste pour dire que c'est la France qui est là. En fait, tout ce bavardage, tout ce théâtre, toutes ces acrobaties-là, c'est juste pour dire que la France est encore là. Et que malgré tout ce qui s'est passé, elle demeure. C'est tout l'enseignement qu'il faut tirer de ça. Mais en tant que tel, c'est dommage pour la classe politique tchadienne. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a une vision claire. Personne, en fait, ne veut sortir du joug de la France, de l'impérialisme même néocolonial même de la France. Personne ne veut sortir. C'est l'impression que on a quand on regarde ce qui se passe. Parce que aujourd'hui, avec le conflit que nous voyons en Russie, n'y a-t-il pas de dirigeants tchadiens, d'hommes politiques, ou même qu'ils soient de l'opposition ou du parti au pouvoir, n'y a-t-il pas de gens pour commencer à comment on appelle, observer que la France est en train de finir, l'Occident même est en train de terminer, en train de finir avec ce qui se passe en Ukraine. Le monde aujourd'hui est devenu un. Tout ce qui se passe là, ça nous touche directement. Ça touche de l'Afrique, ça impacte directement le Tchad, voilà, l'Afrique. Les gens disaient au départ, oui, c'est une guerre qui ne nous regarde pas. La guerre Ukraine-Russie, ça ne nous regarde pas. Mais aujourd'hui, c'est à travers ça que l'avenir de l'Afrique se dessine. Tous les Africains qui sont quand même réfléchis, qui ont une vision quand même de développement pour leur peuple, savent que
l'avenir se trouve avec la Russie. On a la chance d'avoir essayé avec la France. Et avec la France, on a au moins un bilan. Et le bilan, il est là. Tous les Africains le voient, il est devant nous. Il est terrible, il est catastrophique. Et il donne même des cauchemars. 62 ans après. Comment un dirigeant tchadien, comment il s'appelle, le jeune fils de Déby, comment il peut nous donner un poignard dans le dos? Nous qui avons eu espoir dans le Tchad, nous qui avons été heureux de voir que son père avait décidé de se séparer de la France. Lui qui vient, encore plus jeune, on peut dire non, il n'a pas connu peut-être la période coloniale, la période néocoloniale, il n'a pas connu tout ça. Mais quand même, il faut tirer quand même les leçons de l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire nous enseigne? Vous travaillez. Et est-ce qu'il oublie que tous ceux qui ont travaillé avec la France, les Bongo, les Eyadema Père, en passant par, je crois que même Alassane Ouattara, ils finissent très mal. La France-Afrique les liquide sur l'autel de leurs intérêts. À un moment donné, il sera liquidé. Et c'est comme ça. La France le dit, elle n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Aujourd'hui, il fait l'intérêt, il joue pour l'intérêt de la France. Il a un avantage pour la France. Parce que pour l'instant, elle n'a pas encore trouvé le cheval gagnant. C'est lui qu'on utilise. Mes chers frères africains, c'est dommage. C'est dommage. Et nos intellectuels, nos soi-disant intellectuels, ils sont là. Il faut la pauvre population. Quel est l'avenir de cette population en restant sous le joug de la France, en traitant avec la France? En fait, la conclusion, c'est quoi? La France veut nous dire que elle est là, elle reste au Tchad. Maintenant, l'espoir est permis. Il y a eu pire que ça au Burkina Faso. 30 ans, 27 ans de règne de Compaoré, le criminel. Mais à un moment donné, le peuple burkinabé s'est levé comme un seul homme pour dire non à ça. Et c'est au peuple tchadien de se battre. Si vous ne vous battez pas, personne ne viendra le faire à votre place. Parce que l'emprise avec laquelle la France est, elle est installée confortablement au Tchad. Je crois que ce ne sera pas facile. Aujourd'hui, la France est en faillite. On a nos parents qui nous appellent qu'il n'y a même plus de carburant dans les stations. Et voilà des gens, vous n'ouvrez pas les yeux, voilà des gens qui ne savent pas que la France c'est fini. Il faut se diriger vers d'autres pays. Et vous êtes là, mais c'est terrible les Africains. Les Africains vraiment, il y a des fois où on est déçus. Chers frères tchadiens, votre avenir est entre vos mains. Ce monsieur-là, ne dites pas que c'est là, mais rien ne peut se passer. Il peut pas venir, il peut pas venir là tuer toutes les populations qui vont sortir. C'est pas possible. Je crois qu'il faut mettre un terme, tourner cette page-là. Il n'apportera rien au Tchad. Rien. Voilà quelqu'un qui se couche devant les rebelles. C'est possible de signer des traités avec des rebelles qui posent des conditions, en plus des conditions impossibles, inhumaines. Et c'est la France qui leur dit ça. Pendant ce temps qu'il dit qu'il est la France, avec la France, pendant ce temps, la France instrumentalise les rebelles et elle leur dit, venez, mettez ça sur la table, exigez ceci, exigez cela. Et vous pensez qu'une réconciliation est possible. En fait, ce qu'on a vu, c'était du trompe-l'œil. C'est du trompe-l'œil pour dire qu'il est en fait, il voulait faire quelque chose, marquer peut-être son temps. Il n'a rien foutu. Le résultat, pour dire aux gens, aux populations, aux Africains, qu'il est encore là et que la France est là. C'est tout. Merci. On est ensemble. Merci à vous également, très chère dame. Eh bien, tout à l'heure, David du Luxembourg qui était parmi nous. Bienvenue. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir l'équipe. Bonsoir, allez-y. Bonsoir technicien. Merci beaucoup, ma chère journaliste, merci. Merci aux techniciens sans qui je ne serais pas en train de contribuer. Merci aux panélistes. Merci à mon frère Batengene. Beaucoup de respect. Mon cher frère, on est ensemble.
Nous comptons beaucoup sur vous qui êtes sur le continent et vous êtes à la hauteur de notre confiance. Nous, à la diaspora, nous attendons avoir des gens comme vous qui nous donnent de l'espoir pour pouvoir tranquillement à l'autre. Merci beaucoup à vous. Merci également à vous, David, et à très bientôt, bien sûr, dans cette émission. Et bien, Zafel est également des nôtres. Bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir, Madame Masson, et bonsoir à votre invité, Jonathan. Et je salue tous les techniciens de For You. Et moi, tout simplement, je voulais poser la question de votre invité qui est du côté du CAD, parce que c'est lui qui répond aux questions sur le plateau là. Mais ça fait 2 ans que ce monsieur est là. Ça fait 2 ans depuis que son père est mort. Son père est mort en 2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Ça fait 2 ans. 2 ans de retard que ce jeune homme, il a infligé à son pays. Aujourd'hui, on lui donne 2 ans. Ça fait 4 ans. Vous ne voyez pas ce retard-là? Et à quel moment nous allons développer nos pays et ce continent? À quel moment? Parce que nous écoutons toujours à l'extérieur avant de faire quelque chose. Hein, ce jeune homme, s'il était vraiment, comment dirais-je, un militaire qui avait, comment dire, la main sur le cœur, il n'avait pas mettre aujourd'hui 4 ans pour réunir les Cadiens. Ça, c'est à la minute. Parce que tellement que il va se dire, il va se sentir, s'il veut vraiment aider les Cadiens, s'il veut le développement de son pays, rapidement, 1 an déjà, ça suffit pour qu'il mette les choses, comment dirais-je, sur les rails. Parce que présentement, ce que moi je vois là, c'est-à-dire que ce sont les Français qui sont en train de le guider. Parce qu'il ne fait rien. Parce qu'après les 2 ans qu'on vient de l'accorder, ça sera 0. Et les Cadiens encore, ils vont se mettre à se déchirer. Ça, c'est clair et net. Parce que présentement, c'est la moindre des choses qui organise maintenant, qui donne le pouvoir présentement, comme on le dit. Moi, je pense qu'il y a des Cadiens qui sont... Il y a des intellectuels au Tchad, des civils, qui sont là, qui peuvent diriger ce pays. Lui, il est un militaire, il va sécuriser son pays. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de traîner. Et, comment dire, l'autre fois, comment dirais-je, il a eu des problèmes avec le Mali. Au lieu de se lever pour aller voir son frère, c'est lui qui est assis là pour dire non, les Maliens sortir, rentrer là. Il dit rien de bon. Il n'a pas de vision. Parce qu'il est téléguidé par comment dire, les gens de Paris. Donc, pour moi, vous les Cadiens qui êtes là, 4 ans que vous avez perdu et que vous perdez là, c'est du retard. À quel moment vous avez développé l'industrie du cadre pour que ces jeunes Cadiens puissent avoir du travail et développer ce pays? C'est un grand pays qui est riche. Et vous êtes en train de traîner les pas. C'est comme si quelqu'un qui est dans sa maison, il prend le temps pour placer des briques ou pour placer des fauteuils dans son salon. Non, c'est un pays. C'est pas chose propriété de quelqu'un. Il y a des gens qui attendent pour vivre. Il y a des gens qui attendent pour travailler. Et vous êtes là en train de traîner à chose avec les Français. Non, c'est pas la peine. Pour finir, Madame, je ne sais pas si c'est excusez-moi, parce que Madonné. Je ne maîtrise pas votre nom, vraiment. Excusez-moi. Donc, excusez-moi, je pensais que je vais parler un peu de la Côte d'Ivoire, parce que Madame Cissé, je la salue de passage. Comment dirais-je, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec les politiciens, quand je parle des politiciens, des opposants, jusqu'à présent, qui sont en train d'attendre en 2025 pour faire quelque chose, ça n'a pas de sens. Parce que présentement, ce que nous vivions, ce que nos parents vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pas une vie. Donc en 2025, c'est trop long pour un individu, pour un développement. Parce que quand on dit à l'ancien en train de développer, aujourd'hui les gens, hier, les gars, ils ont voulu
marché en Côte d'Ivoire. On les a fermé les routes partout. Hein, pour ne rien. Et vous êtes là, les opposants, il n'y a même pas des opposants aujourd'hui. Il n'y a pas un opposant aujourd'hui qui s'est levé. Depuis qu'on a arrêté la bonne femme là. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour dire que, comment dirais-je, pour dire à Alassane que trop c'est trop. Mais vous êtes là, vous attendez quoi? Mais vous êtes des opposants parce que vous cherchez des, comment dirais-je, des clients, je ne sais pas, des votants, hein, des militants, pour vous voter demain. Attendez là, c'est de n'importe quoi. D'abord, la CEI qui est là, elle n'est pas équilibrée. Et vous ne dites rien. Ce n'est pas la dernière minute on fait la politique. C'est maintenant. Vous allez mettre les choses sur la table pour discuter, pour que les choses soient claires avant que nous allions aux élections. Mais vous êtes là en train de dormir et puis le monsieur est en train de piétiner tout le monde. Mais merci de m'avoir accordé quelques minutes là pour parler pour m'adresser à mes frères ivoiriens là, vraiment. C'est la honte, quoi. C'est la honte. D'accord, merci. Merci beaucoup, Zerfel. La prochaine fois, vous pouvez dire Madonné, si vous voulez, si vous avez du mal à prononcer. Alors, s'il n'y a plus d'appelants au téléphone pour l'instant, je rappelle que vous pouvez toujours nous appeler. Mais déjà, Jonathan Batenguene, la question vous était donc posée tout à l'heure. Est-ce que le Tchad est tout simplement victime du revirement de situation ou alors du retournement de veste un peu tardif d'Idriss Déby, non? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'abord, restons optimistes quand on parle de changer de cap dans la vie. Ouais. Si il vous arrive de réaliser à l'aube de votre vie un changement qualitatif de vos choix de vie, c'est salutaire. C'est d'ailleurs pas pour rien que les spiritualistes, qu'ils soient de l'islam, du christianisme ou encore du judaïsme, du bouddhisme, Oui. ce n'est pas pour rien que l'on considère que les revirements de dernière minute ne sont pas prohibés et encore moins proscrits pour le salut. Même à la dernière minute, on peut sauver son âme. C'est dire que il n'était pas trop tard pour bien faire pour le maréchal du Tchad. Le faire croire, c'est ouvrir une fenêtre d'opportunité à tous ceux-là qui sont restés dans le vieux logiciel. Parce que ceux qui ont fait assassiner le maréchal Idriss Déby, ce qu'on leur a fait lorgner, c'est ce que nous constatons, c'est qu'on leur a fait croire que vous pouvez réunifier la classe politique tchadienne comme par un coup de baguette magique. On leur a fait croire que les gouvernements d'union nationale, qu'en constituant des gens dans des assises nationales, on pouvait s'entendre sur beaucoup de points et finalement réorganiser le pays. Mais dans le concept de réorganisation, Madame Madone, ce qu'ils entendent, c'est corrompre au maximum les acteurs qui participent au dialogue. Parce que c'est la corruption qui est la modalité d'adhésion et de participation. Quand vous sortez de ce dialogue, on vous dit que votre compte en banque, vous avez reçu 20 nouveaux millions de francs CFA. Pour les plus importants, on vous dit que vous avez reçu 200-250 millions. On contente des acteurs qui, dans leur combat, perdent de vue l'intérêt du peuple. Or, qu'est-ce que des gouvernants sans un peuple gouverné? Qu'est-ce que des gouvernants qui s'enrichissent de manière illicite et inconséquente pendant que leurs gouvernés s'appauvrissent et se retrouvent dans des conditions de vie les plus lamentables? Malheureusement, c'est le modèle politique des néocolonies. C'est le système de gestion et de contrôle des allégeances dans les néocolonies, y compris la violence comme mécanisme d'assujettissement et de dressage des orientations politiques.
C'est ce que la France-Afrique, la mafia de la jeune française organise au Tchad. Et c'est malheureusement ce qui va se passer. C'est ce qu'ils ont prévu pour les Tchadiens. Soit vous serez corrompus, soit vous serez arrêtés et mis en prison. Donc les options politiques ne mettent jamais en première ligne la notion de conviction politique. Il n'est pas question d'avoir des individus convaincus d'une cause, encore moins compétents pour la gestion du Tchad, mais des individus corruptibles ou bien répressibles. Voilà ce que la junte française fabrique. Et c'est ça qu'ils appellent la démocratie. Malheureusement. C'est une compétition entre des individus corrompus et dont le mécanisme même de compétition repose sur la corruption de l'ensemble de la classe politique. Voilà la démocratie occidentale européenne et française dans les néocolonies. C'est ce qui est en train de se faire actuellement pour le Tchad. Donc le président Idriss Déby Itno, le maréchal du Tchad, qui avait compris cela parce que il y a un phénomène, Madame Begoudé. Oui. Tous ceux qui vont au Tchad et tous ceux qui vivent au Tchad peuvent vous le dire. C'est l'un des régimes d'impunité les plus incroyables dans cette Afrique. Vous avez des populations qui s'enrichissent illicitement, qui marchent avec des milliards dans les voitures, qui ont leur propre milice avec des armes. C'est ce type de système que la jeune française a encouragé au Tchad. Et c'est ça le mal tchadien. Cet enrichissement illicite des acteurs. Ce brigandage des ressources nationales pour des fins égocentriques. Vous allez voir, il n'y a pas un problème ethnique au Tchad. Mais vous allez voir que tous ces gens-là qui mouillent dans la corruption et le brigandage de la ressource nationale sont tous capables de mobiliser des individus pour fabriquer des rébellions à tout vent et à tout moment. C'est ces individus qu'on conforte à des postes de décision. Et l'État tchadien est donc pris en otage par ces pratiques malfaisantes de la jeune française. Et la jeune française sait que pendant que le statu quo perdure, elle a la latitude de jouer les pompiers. Si un des mécontents venait à créer une rébellion, elle s'arrange très vite à le financer, à l'aider, mais très vite aussi elle se met du côté du gouvernement en disant « Ah, nous sommes prêts à le dégommer si jamais il devient trop ennuyeux. » Eh bien, vous avez deux acteurs qui se bagarrent, mais avec le même patron. C'est ça la jeune française. Et c'est ça aujourd'hui le problème tchadien. Les Tchadiens sont malheureusement dans l'équation qu'a résolu le président, d'abord la présidente Catherine Samba Panza, puis le président Touadéra en RCA. Et pour une fois, si les Tchadiens pensent qu'ils ne peuvent pas trouver la solution à partir d'eux-mêmes, qu'ils s'inspirent du cas centrafricain, qu'ils regardent le Centrafrique et les solutions adoptées par le président Touadéra, et qu'ils s'en inspirent pour faire quelque chose d'équivalent. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il est toujours trop tard quand on a mal fait. Parce que ce qu'on a construit si durement, on peut le perdre en une seule seconde, le fruit d'une mauvaise décision. Mais en ce qui concerne la prise d'une bonne décision, c'est le début d'une construction qui prendra peut-être du temps, mais qui sera salutaire pour l'ensemble de la nation. C'était le choix qu'avait fait le président, le maréchal Idriss Déby Itno. Il avait pris le temps. Il a réfléchi sur les solutions qui ne marchaient pas, qui lui ont été imposées, importées de l'Occident. Des solutions qui étaient de nature à fabriquer un environnement chrysogène et conflictuogène au Tchad.
Il a décidé de rompre avec cette manière de faire. Et il a voulu impulser un nouveau type de leadership. Vous avez vu qu'il était en train de construire une dynamique. Ce qui restait peut-être, c'était un volet populaire à sa dynamique. Oui. Mais ceux-mêmes qui ont saboté cette dynamique, c'est encore la jeune française. Ils ont compris qu'il fallait mettre du sable dans sa dynamique. Et ils ont réussi à le faire. C'est pourquoi aujourd'hui, les autorités doivent revenir à cette solution. Elles doivent épurer cette solution. Elles doivent parfaire cette solution qu'avait adopté le maréchal Idriss Déby Itno. Comme on dit, vous allez beau contourner la solution, elle sera éloquente et arrogante. Parce qu'elle vous attend toujours là où vous l'avez laissé. C'est la solution du Tchad. Cette solution avait été trouvée par le grand guide de la nation tchadienne aujourd'hui, le maréchal Idriss Déby Itno. Et son fils aura beau contourner cette solution, il reviendra au point de départ. Son père avait trouvé la solution. Les rébellions comme celle du FACT, on ne négocie pas avec elles. La France n'a pas négocié avec les Corses. La France a d'abord maté la rébellion corse avant que de commencer à discuter. Et cette discussion, c'était essayer de trouver une porte de sortie parce que c'est un principe militaire. Même quand vous êtes sur le point de battre votre adversaire, vous lui donnez toujours la possibilité de trouver une porte de sortie honorable. C'est ce que la France a fait avec les indépendantistes corses. Et c'est ce que les autorités tchadiennes devaient faire avec le FACT. C'est ce que les autorités tchadiennes doivent faire avec l'ensemble de la classe politique. Amener tous les hommes politiques qui ont pactisé avec l'étranger, avec la jeune française, d'arrêter cette coopération dangereuse et néfaste pour leur pays. Mais ça, c'est un État qui lui-même a arrêté ce type de pratique qui le fait. Parce que si vous êtes tous corrompus, qu'est-ce que vous laissez aux générations présentes? Qu'est-ce que vous laissez aux générations futures? Le général Mahamat devrait s'asseoir et se poser des bonnes questions et revoir le logiciel avec lequel il est en train de vouloir gérer le Tchad. Parce que si c'est ce logiciel, qu'il sache une chose, la seule certitude, c'est les crises et les conflits qui vont en découler. S'il veut donner aux Tchadiens un avenir serein comme l'a fait le président Touadéra, il doit avoir le courage de rompre avec la jeune française. Merci, Monsieur Batenguene. Eh bien, puisqu'on a bientôt terminé, peut-être retrouver Monsieur Adoum Maouloud qui devrait peut-être bien répondre aux différentes interventions de Zerfel, mais également de Madame Cissé tout à l'heure au téléphone. J'espère que vous avez parfaitement écouté, Monsieur Maouloud. Oui, je remercie en fait mes chers frères et sœurs africains qui ont débattu, n'est-ce pas, avec des visions panafricanistes. Et donc, franchement, aujourd'hui, la tendance au niveau africain, c'est le panafricanisme. Et là, le maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme, l'avait compris, mais c'était peut-être trop tard pour sa mise en œuvre. Il avait commencé à mettre des jalons en travaillant également avec d'autres pères africains sur l'esprit panafricain. Mais pour ce qui est de la transition actuelle, je pense que mes frères et sœurs africains se trompent un peu sur le cas du Tchad parce qu'ils essaient de comparer un peu la transition malienne à la transition burkinabèse à la transition tchadienne. Le Tchad a connu plusieurs cas d'incursion rebelle, cas d'insécurité au niveau de la Libye, du Soudan, de la Centrafrique et également des menaces permanentes. Et il y a également plusieurs rebelles qui sont malheureusement partis se réfugier en France et qui se tournaient autour des responsables français pour un retour, pour créer des désordres au niveau du Tchad. Maintenant,
l'objectif du général Mohamed Idriss Déby Itno, président des transactions, c'est d'abord réunir et réunifier tous les Tchadiens et Tchadiennes qui se trouvent à l'intérieur et également des activistes. Il a même fait venir des activistes qui étaient en France pendant 15-10 ans d'années. Et donc, il a dit non, venez, on va construire ce cadre-là ensemble avec des visions panafricaines. Et donc, la réussite du dialogue national inclusif lui tenait à cœur. Même s'il faudra peut-être après revenir sur la question de la rupture, mais l'objectif de 18 mois, c'était d'abord la réussite du dialogue national inclusif, et ce, avec tous les Tchadiens, y compris les groupes politico-militaires. Et donc, dans son discours aujourd'hui, il a dit qu'il mettra en place un gouvernement d'union nationale. Et donc, ce gouvernement d'union nationale prendra en compte et rassemblement tous les fils et fils du Tchad, de différentes corporations politiques, associatives, etc. Et il a également dit que l'ordre constitutionnel également sera rétabli après la mise en place de cette transition. Je pense que même s'il faut faire des ruptures, pour le moment, je pense que le général Mohamed Idriss Déby l'a compris, mais peut-être qu'il a besoin de temps pour une bonne réaction. Aujourd'hui, comment on appelle, lors de sa prestation également du serment, il a fait franchement de très bons discours panafricains et nous espérons peut-être qu'il essaiera également de jalonner sur ce que son père l'a déjà construit, mais malheureusement, il nous a quittés. Je pense que la question du panafricanisme tient tout Tchadien aujourd'hui. Il est jeune comme nous, il a également des visions comme tout jeune africain. Et je pense que nous devons tout simplement lui donner le temps. Le Tchad fait 1 284 000 km². Il y a beaucoup de rebelles, beaucoup de groupes rebelles, les CCPR, le FAC, beaucoup. Et donc, la question maintenant, c'est de ne pas leur tourner le dos, c'est de leur offrir, n'est-ce pas, sa main. Et ensemble, quand ils seront à l'intérieur, je pense que nous mettrons ensemble les jalons d'une bonne démocratie, les jalons d'une bonne justice, les jalons d'un Tchad nouveau. Mawouloud, Jonathan Batenguine, on en a presque terminé. Une toute dernière question. Est-ce qu'un éveil du peuple est-il encore possible au Tchad, justement, ou alors il faudrait accorder au maréchal, je veux dire au général Mohamed Idriss Déby Itno, un peu de temps d'observation? Il a son temps. Mais 2 ans quand même. Il doit savoir aussi que le temps révolutionnaire a si de particulier qu'il est d'abord imprévu. Il est brusque et il est parfois violent. C'est à lui de savoir saisir l'opportunité du moment. Il a encore les cartes entre ses mains. Il peut, comme son père l'avait fait, retourner la veste, changer de cap radicalement et qu'il n'ait pas peur. À Ouagadougou, il y a un jeune capitaine comme lui, Ibrahim Traoré, qui est en train de prendre le cap panafricain. Il y a un colonel jeune à Bamako qui avait lui aussi plusieurs bases françaises sur son territoire. Il a réussi à les faire partir. Donc, si ça a été possible à Bamako, et si c'est possible, envisageable à Ouagadougou, et si ça a été possible à Bangui, parce que dans quelques jours, le dernier contingent français va quitter, des Sangaris va quitter le pays, ça peut être possible en Djamena. Seulement, les peuples sont imprévisibles. Les peuples et leur dynamique changent du jour au lendemain. Donc le maréchal, le général Mahamat doit tout faire pour que le vent du changement qui va souffler ne l'emporte pas. Et malheureusement, si ça l'emporte,
même la trace de l'histoire, parce que pour un dirigeant, le plus important, c'est pas s'enrichir. Oui. Parce que l'enrichissement pour un dirigeant, c'est une... Si c'est ce que la jeune française vend à nos dirigeants, c'est une affaire fétide. Mais pour un général, un dirigeant, ce qui est le plus important, c'est de survivre au temps. C'est de traverser les âges. Un peu comme en France, on peut ne pas se souvenir de Pompidou, mais on se souvient au moins de De Gaulle avant lui. On peut ne pas se souvenir de Sarkozy, mais on se souvient de Mitterrand. On peut ne pas se souvenir de Hollande, mais on se souvient au moins de Chirac, de Dominique de Villepin, qui n'a pas été chef d'État, mais au moins ils ont réussi à survivre à leur temps pour une seule chose, le nom historique de la France au Conseil de sécurité lors de la seconde invasion de l'Irak. C'est survivre à son temps, par son œuvre, par la majesté de son œuvre, qui est le plus important pour les dirigeants. Le général Mahamat devrait avoir cela à cœur. Et comme la gestion des peuples est parfois délimitée par un temps qui ne dépend pas forcément de l'humain tel que nous sommes, et qui ne dépend pas forcément de nous les vivants, Oui. qui sait quelle est la durée de son mandat? Il devrait donc s'interroger sur le plus important. Quelle œuvre il souhaite laisser à travers les âges? Quel héritage il souhaite porter comme marque indélébile à la hauteur de ce qu'a fait son père? Il est décédé, mais nous le disions encore. Le maréchal survit au temps. Son nom désormais ne peut plus s'éteindre. Ce n'est pas dû au fait que son fils soit général ou qu'il soit à la tête de l'État. Mais c'est dû au combat qu'il a porté. Et vous avez dit à la fin de sa vie. Oui. Et ce combat qu'il a porté l'a inscrit profondément dans l'histoire. Qu'est-ce que souhaite le général Mahamat? Le temps du dirigeant, il faut qu'il le sache. Le temps d'un dirigeant n'est pas compris par ce que les hommes, les vivants, déterminent. Oui. C'est un temps qui est déterminé par des forces qui nous dépassent. Et si ce temps devait s'arrêter dans quelques mois, que retiendrait-on de lui? Est-ce du larbinisme vis-à-vis de la jeune française? Est-ce la reproduction d'une société corrompue qui compromet l'avenir des jeunes Tchadiens? Ou est-ce qu'il veut s'engager pour un projet qui va le survivre et un projet qui sera continué par les générations futures? C'est à ça, et c'est ça le réel enjeu de la société tchadienne. Nous croyons que le général Mahamat peut se réinventer. Il peut prendre fait et cause pour le combat qu'avait adopté son père. Et il peut le porter plus haut que son père. Ce serait là sa mission salutaire et historique. Et ce serait là quelque chose de bien que retiendraient plusieurs générations d'Africains. Mais s'il s'engage dans le larbinisme, qu'il se souvienne d'une chose. Jusqu'à présent, personne ne fait mieux qu'Houphouët-Boigny. D'accord. Merci infiniment, Jonathan Batengeni. C'est la fin de cette émission, le point sur l'actualité. Nous remercions également Adoum Maouloud qui était avec nous depuis le Tchad pour participer à cette émission. On a essayé de décrypter bien sûr l'actualité de ce côté-là avec l'investiture du président Mahamat Idriss Déby Itno, mais également la fin du dialogue national inclusif qui donne lieu à une prorogation de la transition, et également la possibilité à Mahamat Idriss Déby Itno de se présenter à l'élection présidentielle après la transition qui durera encore 2 ans. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous sur For You Media Africa. L'information se poursuit d'ailleurs. Dans moins de 5 minutes, ce sera le grand journal, une présentation de Bala.